pense notamment à Jean-Pierre Choisy, qui va prendre la parole tout de suite. Je suis certain que sa plaidoirie en faveur du castor, et notamment du castor dans la Drôme, va emporter la décision du jury populaire en faveur au moins de l'acquittement de l'accusé. Jean-Pierre Choisy, c'est à vous. Bon. Alors, sur le castor dans le bassin de la Drôme, je vais faire ça de manière très expéditive en faisant défiler. Pourquoi ? Ceux qui sont motivés, ils ont le document, qu'on n'a pas de temps pour discuter. Et ceux qui pensent, ouais, c'est comme ailleurs, c'est pas la peine non plus de leur infliger. Donc, je vais faire défiler à toute vitesse pour qu'on ait plus de temps pour discuter. Ce sera un simple rappel. Donc, je prendrai plus de temps. Et comment on fait avancer ? Non. Bon, je suis allé trop vite. Ça sera sur ces deux grands sujets où il y a plus à discuter. Et ça ne concerne pas que la Drôme, justement, parce que il faut... Bon, alors je continue. J'espérerais... Alors voilà, pour replacer la Drôme dans une carte du retour spontané du castor, voilà le bassin de la Drôme. Donc on a pas mal de données. Il y a une partie dans le couloir rhodanien sur les 110 km et le reste, donc c'est dans les Préalpes. C'est la plus grande rivière des Alpes qui n'a pas de barrage. C'est-à-dire un atout. Elle n'est pas grande, 110 km, donc le reste, toute la chaîne alpine, c'est pas très joyeux. Enfin bon, c'est mieux que rien. Moi, je n'ai pas encore maîtrisé. Là, c'est par tranche d'altitude, vous voyez qu'on en a qui vont jusqu'à plus de 1000 mètres, mais ce n'est pas les plus fréquents, mais enfin bon, ça progresse sans arrêt. Là, c'est le retour. Là, c'est le vallée de la Drôme. C'est à partir de la Thèse des Héros, mais après, vous avez prospecté. Alors, pourquoi il y a cette interruption ? Parce que sur la basse Isère, en Val de Grenoble, il y a des barrages que les castors ont beaucoup de mal à franchir, alors que ceux du Rhône, ils peuvent les contourner par des contre-canaux. Donc, ils ont fait des lâchers en amont. Et à partir de là-bas, de Grenoble, maintenant, ça arrive dans les vallées qui encadrent la Vanoise. Mais depuis, cette carte n'est plus d'actualité parce ça communique tout. Alors, vous verrez dans le document que j'ai donné, je croyais que le barrage qui est à la sortie de Romans, ça serait très dur à contourner parce que c'est tout urbanisé autour. Puis on a mis un piège photo. Il y a un escalier de service super raide. Putain, il y a un castor, la nuit, il ne monte pas l'escalier de service, il est franchi le barrage. Bon, c'est complètement ahurissant comme animal. Là, c'est le confluent. On va faire très vite le confluent de la Drôme et du Rhône. Là, c'est le confluent du Drôme et de... C'est le confluent. C'est le confluent du Rhône et de la Drôme. On va la remonter. Alors, il y a des endroits où c'est tout canalisé, comme ça. Et il y a des endroits larges qu'on a mis en réserve. Et évidemment, il y a 30 ou 40 ans, les élus, ils auraient voulu tout canaliser, bien sûr. Et c'est impossible sur le plan hydrologique, l'ont respecté les ingénieurs. Pour un type de rivière comme ça, si vous canalisez Taureau, il y a une partie des digues, je ne sais plus si c'est l'amont ou l'aval, où ça s'ensable, et l'autre, ça déchausse les digues. Donc il faut avoir des réservoirs d'expansion. Mais à l'époque, ils avaient prévu de tout ratiboiser les répissives, de mettre des épifs à des pièges à gravier pour avoir des granulats. Bon, on a pu tout mettre en réserve, ce qui fait que là où il y a beaucoup de répissives et de bras, on arrive à il y a des coins où on a une famille pour 700 mètres de rivière, quoi. Alors on va remonter vers l'amont. Là, c'est Crès, c'est à la limite. D'un côté, c'est les Préalpes, de l'autre, c'est le couloir rhodanien, donc il y en a aussi en ville. Et on remonte. Alors là, vous avez sur des affluents de la Drôme, c'est des barrages d'étiage qui sautent quand il y a les crues, parce que le reste de l'année, il y a assez d'eau. Donc ça fait rien, puisque ça a sauté. Et même sur des tout petits cours d'eau, là, c'est au pied des falaises du Vercors. Celui-là, c'est sur la Drôme elle-même. On en a sur la rivière quand elle baisse. Là, en été, quand vous n'étiez pas... Parce que j'ai fait à pied tout le bassin versant, pratiquement en amont de Crès, dans la partie Préalpes, que j'ai mis sur le site Fondrome. Eh bien, en fin d'étiage, vous aviez 4-5 mètres d'eau au milieu des galets. Et là, le plus grand barrage, il faisait le plan d'eau 24 mètres de large et 4-5 fois aussi long. Donc, au point de vue régulation, c'est quand même vrai. Les poissons étaient là. On voyait même des poules d'eau ou autres. Enfin bon, c'est... Alors, maintenant, dans le Diois, il n'y a presque pas d'eau calme sans le castor, pratiquement rien. Il y a des flaques ou un petit truc de rien. Il y a tellement de barrages que maintenant, sur les petits cours d'eau, on a installation d'oiseaux d'eau nicheurs, surtout le ras d'eau, le colvert et la poule d'eau. Il y a eu des tentatives des farvates, puis en migration, on en voit d'autres. Alors, après, ça tient combien de temps ? Si les crues d'automne ou d'hiver sont tardives, ça tient longtemps. Donc, c'est toujours sur la Drôme elle-même. Là, c'est sur un petit cours d'eau.
les parties sans barrage, le même dans les parties avec barrage. Vous avez barrage, terrier, hutte. Alors ça, et on a la chance, je peux vous montrer ce livre. C'est des Anglais, des Britanniques plutôt, parce qu'il y avait un Gallois, il faut dire que c'est un Anglais, qui travaillaient sur le castor, des archéologues dans notre région. Ils ont cartographié les sites, ou 1/100, c'était ahurissant. Voilà. Ils ont cartographié les sites avec les méthodes de l'archéologie. Donc c'était, la carte est petite dans le bouquin, mais elle faisait 9 mètres et quelques de long, c'était sur presque 1 kilomètre. Là, ils ont fait quelque chose qui évoque un bief. Il y avait un barrage qui faisait prise d'eau. Il y avait après le canal qui restait au même niveau pendant des dizaines de mètres ou plus de ça. Et après, ça retournait en chute d'eau dans le canal. Donc c'est vrai. Là, des barrages pérennes. C'est là où il s'est installé d'abord le Raldo. Vous voyez sur Torrent, dans l'étage montagnard. Donc en fait, et entre parenthèses, la photo elle a été faite par des Écossais qui ont introduit le castor chez eux. Là, alors un type de milieu, vous avez la Drôme, et puis vous avez le chenal du cours mineur, et les alluvions sont bombées légèrement, et là, par infiltration, il y a plein de petits ruisseaux de rien. Mais maintenant, le castor met des barrages partout, il les transforme en zone humide. Pour un truc dans les préalpes sèches comme ça, j'ai vu jusqu'à 22 cols verts. C'est des trucs qu'on ne voyait jamais avant le castor. Hein. Alors, pour les invertébrés, je ne vous dis pas. Alors, voilà, sur ces petits ruisseaux, quand il n'y a pas de barrage du castor, pour comparer avec... et puis, par contre, quand on les voit comme ça, dans un barrage qu'il y avait là, un coup, j'ai vu quelque chose qui est banal, extraordinaire. Dans un plan d'eau fait par les castors, il y avait plusieurs perches qui faisaient dans les 50 cm. C'est banal, elles pourraient. C'est extraordinaire parce que normalement, il n'y en a presque plus une qui vit au-dessus de 20 cm. Elles sont pêchées, ou 25. Et c'est vraiment... là, le genre de barrage, ça c'est mon fiston. Alors on voit sur les plantes et tout ça. Alors là, c'est une zone remarquable entre cet affluent de la Drôme, qui en fait a plus d'eau que la Drôme, mais à l'époque, qu'ils ont mis les noms, ils ne savaient pas calculer le débit. C'est parce qu'il est plus court que la Drôme. Et là, il y a un ruisseau qui arrive. Et là, sur toute cette zone, à une époque, pendant 25 ans, ça avait été transformé, défriché, en verger intensif de Bastille. Après ça a été abandonné, les castors, ils en ont refait une zone naturelle. Ils ont fait des barrages qui ont dévié, qui ont emmené de l'eau là-dedans. Ils sont transformés en zone humide. Alors on voit des sarcelles d'hiver, des bécassines, enfin des machins, des trucs qu'on n'aurait jamais cru voir chez nous. C'est vraiment... Bon, là, dans le travail des archéologues, ils ont montré que l'affluent, il ne coule pas dans la rivière directement, parce qu'il y a un terrier-hutte, il passe par l'entrée qui est de ce côté, il ressort par l'autre. Ils s'en sont aperçus lors d'un orage, parce que le cours d'eau principal, ça refoule dans l'autre sens, était trouble et l'autre était clair. Ils ont mis en évidence le flux d'eau. Alors, c'est des trucs qu'on ne s'était pas aperçus. Là, c'est les pommiers de l'ancien verger. C'est les pommiers qui étaient là. Donc là, vous voyez, les pommiers, c'est la fin et c'est les potamots qui prospèrent. Bon. Alors là, c'est le seul marais de tout le secteur. Et la Drôme, ça, c'est la partie haute, elle est très petite. Et le paradoxe maintenant, c'est qu'en été, là où c'est très très bas, il y a même une zone où il y a 700 mètres à sec, ça passe qu'entre les galets. Et ce qui était un bras secondaire, c'est là qu'il y a le plus d'eau en été, parce qu'il y a les barrages. Et maintenant, à part le ruisseau, c'était entièrement atterri, ce marais. Et bien maintenant, ils sont en train de faire des plans d'eau, donc ça continue. Voilà les genres de choses qu'on a en pleine préalpe. Donc, c'est isolement saisonnier, c'est parce que ici, à 700 mètres en sec, et la première année que j'avais prospecté, sur cet affluent, il y a de l'eau tout le long, jusqu'à Borrières, donc j'ai appris que ça venait aussi de Bièvre. Il n'y avait pas la moindre trace. Quelques années après, je me dis, ils vont passer, quand il y aura de l'eau, je vois qu'il y avait un pionnier, quelques traces, l'année d'après, plus rien. Puis 3 ans après, j'ai regardé, c'était occupé tout le long, avec des mangeoires, tout ce qu'on veut. Donc, même si c'est utilisé, alors là, c'est là où il y en a même jusqu'à près de 1000 mètres dans le secteur. Il y a des coins où vous avez, en été, il n'y a que ça d'eau, mais elle est fraîche parce qu'il y a une circulation entre les galets. Il y a des truitelles qui survivent. Peut-être une fois tous les 50 ans, tout ça chèche et meurt, ça refait derrière. Il y a des trous, il y a des plus grosses truites qui survivent. Mais depuis qu'il y a le castor, il y a des coins, des fois vous avez 300 mètres à sec, et puis vous arrivez à un barrage où il y avait de l'eau qui suintait. Bon, bah, il y a un plan d'eau qui fait 7-8 mètres de large, 50 mètres de long. Donc,
Je pense que les populations de poissons, ça doit aussi tamponner les écarts. Donc ça, donc non, celui-là, c'est un autre site. Il est au pied d'un cirque de montagne. Et il y a plusieurs hectares de ripisylves, tout embroussaillés, etc. Ils ont fait des barrages, ils ont creusé. Il y a des barrages qui sont que en terre. Puis après, en été, c'est à sec sur des centaines de mètres. Et après, il y a 1,5 km où il y a 5-6 cm d'eau. Donc pendant plusieurs mois, ils sont séparés du reste du bassin. Ça ne les gêne pas. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé de sens, oui. Alors, là, j'ai repris je me suis trompé de référence, c'est un autre auteur, mais dans le document écrit, je l'ai changé. C'était quelqu'un qui a fait dans le Gard, il parle de castor d'Oued, là sur 2 km. C'est à sec en été, à part des flaques. Les plus grandes font 4-5 mètres carrés, la plupart elles font beaucoup moins. Et ben, il y a des terriers qui débouchent dans ces flaques. Des fois, il y a un barrage de 80 cm pour garder assez d'eau. Ça dure 2-3 mois, puis après, c'est de nouveau remis en eau. Et puis, c'est vraiment très, très surprenant. Bon, alors maintenant, on va venir au plus qui est discussion. Là, c'est pour fixer la situation, la carte que vous connaissez tous, que j'ai compris d'ailleurs. Alors, l'intéressant, c'est les taches noires. C'est les taches noires, c'est les seuls endroits où il y a un survivait vers 1900. Donc, il y a la moyenne Elbe, et l'endroit en Norvège, apparemment, c'était à une densité extrêmement faible. Donc, on revient de loin. On parle toujours, d'ailleurs, d'une espèce que je travaillais, le bouquetin, qui était très bas, mais en proportion, le castor d'Eurasie, c'est le même succès. Il avait un sort, il était aussi bas que le bouquetin des Alpes en proportion de la destruction. Bon, alors, à mon avis, la priorité, toutes les priorités, chez nous, c'est de poursuivre la réintroduction, à partir dans les plus grands trous. Là, ça va être dur parce que, vu l'inertie en la matière des princes qui nous gouvernent, en général, pour la grande faune, il est urgent de ne rien faire pour eux. C'est comme ça parce que ça fait des bulles. Si on ne fait rien, on mécontente ni les anti-grandes faunes, ni les partisans, on ne fait surtout rien. C'est comme ça que... Mince, je me trompe de sens sans arrêt. Donc, le premier objectif, c'est arriver à la réintroduire dans les grands trous. Parce qu'on va quand même... Autrement, si on attend tout seul, comme ça communique tout par les canaux, dans 1000 ans, il y en aura partout, mais on ne voudrait pas attendre 1000 ans. Mais le point majeur, pour nous, c'est pas dire on va le tolérer sur ces petits cours d'eau, on lui abandonne 3 mètres de chaque côté. Non, non, non. C'est qu'on veut que ça soit un agent de restauration écologique. Par exemple, la personne qui a fait du conservatoire botanique d'espace de Gap-Charence, il a fait l'atlas des plantes des Hautes-Alpes et celle de la Drôme. Je lui ai montré des sites comme ça, il m'a dit j'ai trouvé une plante, il n'y a que 10 stations dans la Drôme, tout ce qui manque par rapport à l'inventaire d'il y a un siècle, pour tout le département, c'est que des plantes de marais et milieux humides, écocidées massivement par les DDA et tout ça, mais les graines sont encore là. Donc s'il y a le castor, ça peut faire ressusciter, c'est ce qu'a vu notre ami Quesada dans le marais, là où... Donc ça, et ça c'est majeur, c'est arriver à faire admettre ça dans le... traverser l'écran hyper épais, ça va être très dur, mais ça va être le numéro 1. Et ça, à mon avis, nous, il faut rester dans notre rôle. On n'est pas des environnementalistes, on est là pour la biodiversité, chacun son boulot, d'accord? Mais sur le plan tactique, il faut insister là-dessus. Pourquoi? Puisqu'il se fout de la biodiversité, mais que l'environnement à la côte, avec le réchauffement climatique, par exemple, il y a un technicien de rivière, de syndicat mixte de la rivière Drôme, il m'a dit, nous, on a de plus en plus besoin du castor, avec les étiages de plus en plus sévères à cause du réchauffement climatique. J'étais allé à une réunion en 2017 sur le couloir rhodanien, Romans-Valence et autres, c'était sur le problème ressources en eau, agriculture, réchauffement climatique. Et après, dans la discussion, je leur ai parlé de ça. Bon, la salle, il y a une majorité d'agriculteurs, les uns qui étaient dans le chimique pluriintégral, l'autre la biologie, le biologique, tout. Eh ben, j'étais vraiment étonné, ils étaient très réceptifs. Hein. Donc ça, même si nous, on a des objectifs de biodiversité dans notre fonction, on peut s'intéresser aussi à l'environnement, mais dans un autre cadre. Hein. C'est pas contrairement à ce que plantent des associations de protection de la nature, c'est deux problèmes différents. Mais tactiquement, on a intérêt, puisqu'on a un pays relativement analphabète sur le plan nature, dans les décideurs, il vaut mieux insister là-dessus, puisqu'ils savent que c'est porteur au point de vue du public, des électeurs, je ne sais pas
Comment je fais? Je suis au bout. Donc, il faut atteindre nos objectifs. D'accord? Donc, la première chose à faire dans la discussion, c'est est-ce qu'on est d'accord sur les grands objectifs? Par exemple, si on dit on est d'accord, c'est des grands objectifs majeurs de réintroduire dans les endroits qui sont les plus loin des présences actuelles, ben, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne va même pas discuter, on décide tout le monde est d'accord, on passe à la suite. Mais si on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien de progresser, parce qu'on ne va pas définir une stratégie pour atteindre des objectifs si on n'est pas d'accord sur les objectifs. Donc c'est ça le point le plus important. Bon, alors on revient à cette carte, et là, moi j'avais travaillé sur d'autres espèces en introduction, et en fait, quand on veut mettre la main à la pâte pour réaliser, c'est basé sur des techniques propres à l'espèce. Par contre, les principes de stratégie, ben, ils sont les mêmes pour tous. Les priorités stratégiques, c'est, toutes choses étant égales par ailleurs, ben, c'est ce qui est le plus loin des présences actuelles. Si on est proche de limites de l'air, là, normalement, il faudrait les mettre les plus loin ici, ou alors quand on est entre populations, c'est ce qui scinde de manière approximativement égale les grands hiatus. Mais ça veut dire qu'il faut dépasser le niveau purement local. Donc là, pour vous montrer, c'est la carte sur les canaux. À long terme, tout communique. Évidemment, si on n'est pas à 1000 ans près, on ne fait rien, ça arrivera. Hein. Sauf quand il y a des points qui ferment. Donc, on sera obligé de reprendre des réintroductions. Mais alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein, parce que quand il y a eu l'étude de faisabilité du bouquetin ibérique dans les Pyrénées, ce qu'il avait fait, il m'avait demandé, quand c'est le bouquetin, j'ai trouvé que c'était un super bon boulot, 22 ans entre l'étude de faisabilité et le premier lâcher pour une espèce qui ne cause aucun problème. Moi, j'ai fait 2 études de faisabilité, ça a été fait l'année d'après, mais il y en a une autre, il y a 30 ans que c'est fait, il n'y a rien qui a bougé. C'est ce qui vous montre bien qu'il n'y a strictement aucune volonté politique. En fait, ça part presque toujours d'initiatives locales, qu'elles soient internes à un service public ou d'une association. C'est jamais les structures. Elles n'ont pas d'idée, les structures. Elles ont des moyens de réalisation, que ce soit interne à la structure ou associatif ou autre, c'est toujours des individus dynamiques. Autrement, il ne se passe jamais rien. Et pourquoi il nous faut une stratégie? Parce que c'est pour maximaliser l'effet biogéographique alors qu'on a des moyens globalement modestes. Souvent, pour beaucoup d'espèces, les moyens sont modestes en animaux à lâcher, et absolument toujours, ils sont modestes en argent. Et autrement, quand on n'a pas de stratégie, on peut quand même avoir un succès. Sauf que ça coûte infiniment plus cher parce qu'on gaspille des moyens. C'est la stratégie soviétique qui bat les Allemands avec des pertes 2 à 5 fois plus faibles, plus fortes que le vaincu. Quoi. Ça marche, mais les moyens ils sont gaspillés. Bon, les critères de choix, c'est l'opération d'introduction dans la station géographique par rapport aux populations déjà existantes qui maximiserait la vitesse de restauration de cette fraction géographique totale de l'espèce. C'est-à-dire qu'il faut voir l'idée, si c'est la dernière réintroduction qu'on ne fera jamais, on ne peut plus en faire qu'une, et ben, où on la met c'est-à-dire c'est ce qui réduira le plus les aires. Ou bien on scinde de moyens aussi égaux le plus grand hiatus entre 2 populations, mais ça vaut pour tout, ça vaut autour les bouquetins, les castors, les cistudes, tout ce qu'on veut. Donc là, les 2 priorités, c'est en gros Basse-Seine et vers la Garonne. Là. Bon, ce que je vais faire, pour le détail, je vous renverrai ce que je vous ai donné comme document. Moi, je préfère abréger maintenant, et puis qu'on discute. Bon, allez, hop. Ah, là, c'est un autre problème que j'ai eu, c'est important. Que faire? Je voudrais beaucoup qu'on en discute. Quand vous avez des gens... Bon, avant, pendant des années, on avait à la DDA un type hyper motivé, faune et tout, qui s'occupait des questions de chasse et faune. Maintenant, comme l'a dit celui qui était avant lui, qui mène à la retraite, il m'a dit... Enfin, celui qui l'a succédé, il m'a dit c'est la caricature du fonctionnaire, par le type qui n'aime pas les fonctionnaires. Enfin, c'est pas un fonctionnaire, c'est un rond de cuir. Un fonctionnaire digne de ce nom, c'est autre chose. Bon, et on a ça, ce type de la DDA, il donne des permissions de destruction de barrages, alors qu'il y a eu une expertise complètement foireuse. Il n'est pas allé voir comment ça fonctionnait, la mairie est contre, etc. C'est parce qu'il veut être couvert. Hein. Je peux vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Et un autre manquement, le responsable du réseau Castor, un du service départemental, il vient et dit on ne sait pas de quoi il est mort. Putain, le type de la mairie, il était outré, il me garde le cadavre, on le passe, des dizaines de plombs, on passe à la radio par une veto qui s'intéresse à la nature. Et là, j'étais très emmerdé parce que on a besoin, l'ONC de la garderie, elle est à la pointe pour faire respecter la loi. Mais on ne peut pas passer
que faire pour quelqu'un qui ne fait pas son boulot? Et moi, j'ai essayé de les joindre en disant, moi ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est que je vous signale le truc, vous réglez ça entre quatre yeux pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il est incompétent? Est-ce qu'il a gardé la mentalité dès que quelqu'un se plaint, il faut détruire les nuisibles? Ou simplement, est-ce qu'il est intimidé par des notables locaux, auquel cas il faut le soutenir? Bon, j'ai essayé, j'ai jamais pu obtenir la moindre réponse de l'ONC, que ce soit... Je voudrais que ce problème... On n'aura pas la réponse. On va arrêter là, on arrête. Je voudrais que ce problème, on l'aborde pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un cas comme ça. Quand vous avez... on veut surtout pas faire un truc public pour jeter le discrédit, parce que les services de garderie, l'office, là, c'est primordial. C'est pas parce qu'il y a un fils qui une connerie qu'on va acheter le discrédit, mais comment on doit faire? Il ne faut pas dire ça à ceux qui sont là, parce que justement, c'est toujours pareil, on engueule toujours sur les présents et, pour les absents. On va arrêter là, monsieur Choisy, merci beaucoup. Une seule phrase. Normalement, on n'est plus à l'échelle stratégique, c'est du local, mais vous avez un manquement local, que ce soit la DDT ou l'autre, qui bloque l'application locale de la stratégie. Parce que normalement, c'est... Merci beaucoup. Des questions, des interrogations, Oui, Vincent Dame. Oui, le micro arrive. Oui, pardon. Merci. J'avais une question par rapport à l'exemple de la Drôme, où tu évoques beaucoup que, notamment les bras secondaires, il y a encore des résurgences phréatiques, il y a encore de la nappe qui est fonctionnelle. Donc évidemment, s'il y a un barrage, ça retient l'eau, on est logique. Le souci, c'est qu'on a quand même, j'ai l'impression que c'est un peu une exception, beaucoup de réseaux hydrographiques ont quand même été un minimum ou un maximum rectifiés, où c'est pas l'eau superficielle qui manque. C'est la nappe phréatique qui est tellement profonde que le castor peut faire des barrages. La régulation hydrologique, elle se fait pas parce que la nappe est complètement effondrée. Donc, je pense que c'est une bonne angle d'approche stratégique de parler de ce rôle hydrologique, mais on est quand même dans une majorité de sites, dans des bassins hydrographiques qui sont altérés. Et où là, le castor, des fois, la régulation, si l'eau elle n'est pas là, donc voilà, il faut autant partir sur la biodiversité, mais des drômes, des bassins, des tresses de drômes, j'ai l'impression que c'est pas unique, mais on n'en a pas tous les bassins versants. Donc comment on réadapte avec 2021 et l'état de nos cours d'eau qui ne permet pas des nappes d'être fonctionnelles? Alors globalement, dans la partie préap, j'en sais rien, parce qu'on n'a pas le problème. Ce serait plutôt aux endroits où il y a le problème qu'il faut y penser, mais... Localement, ça existe. C'est sur la partie rhodanienne de la Drôme. Et là, je vous en ai parlé hier, c'est que là, ils envisagent carrément, ils ont dit, puisqu'on a fait un rapport, ce que nous coûte l'entretien des digues, et que finalement, c'est pas tellement d'hectares de culture, ils ont dit qu'à l'avenir, ils vont supprimer ce truc. C'est-à-dire qu'ils ont racheté des terres, et ils disent, on les a rachetées, vous avez eu l'argent, mais tant que les digues ne pètent pas, on ne vous demande rien, vous les cultivez, mais quand ça pètera, ce sera comme ça. Ils ont fait un calcul, parce qu'il faut bien comprendre que beaucoup d'artificialisation de zones, de drainage de marais et tout ça, si ça avait été, ça paraît dément, mais si ça avait été du libéral intégral, ça ne serait pas fait, parce que le rentable, ça a été fait depuis longtemps. On crée une fausse rentabilité en subventionnant. On a subventionné sans arrêt les destructions. Simplement par les impôts, tu payes des impôts sur un truc marécageux, il faut bien que tu le rentabilises. Alors, et des pays, quand tu laisses ton marais, tu es exonéré d'impôts. La contribution de Raphaël Quesada là-dessus. Justement, c'est vraiment dans ce sens-là, et pour répondre à Vincent. Donc nous, on est dans un secteur de marais drainés depuis plus de 200 ans, parce que c'est sous l'époque napoléonienne. Donc marais drainés pour mettre en culture. Des barrages de castor donc, montrent que ça n'agit pas que sur les eaux superficielles, mais également sur la nappe qui est drainée, en faisant remonter la nappe. Et aujourd'hui, j'ai un secteur qui est entre deux bassins versants, la Save et le Cattelan, où on a 110 hectares de marais qui ont été remis en fonction par le castor en une dizaine d'années avec des barrages successifs. Et pour bien montrer que c'est toute la nappe qui remonte, il y a même des secteurs qui sont très éloignés, où il y a des basses, où en fait l'eau remonte et il n'y a aucune connexion avec les cours d'eau à côté. Et c'est vraiment toute la nappe qui remonte. Et l'effet que l'on voit qui est le plus notoire, c'est en plus de la biodiversité qui revient, plein d'amphibiens, la cistude, plein d'espèces d'oiseaux, il y a également le soutien du débit d'étiage. C'est un secteur où 6 mois par an, le Cattelan, il était à sec. Là, il n'est plus à sec. La Save, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que je pense que c'est encore plus
visible, plus notoire sur des secteurs drainés, et même des secteurs drainés depuis très longtemps. Ça peut repartir. Alors, par contre, on va avancer peut-être sur ce point, sur les autres points. Daniel Strub, vous vouliez intervenir? Ouais, je vais me lever parce que c'est plus simple. Hier, on a entendu parler du castor vert. Je vous ai parlé du castor jaune, jaune pelleteuse. En Ariège, on est malheureux parce qu'on n'a pas de castor. Le but de notre projet de réintroduire du castor dans l'Ariège, ce n'est pas tellement de pouvoir aller le voir depuis chez nous, mais bien de réintroduire, permettre une recolonisation du bassin amont de la Garonne. On voit quand même sur les cartes qu'on vient de voir qu'il y a un bon 5e de la France, Adour, Garonne, Dordogne, où le castor est quasi absent. Et la Basse-Seine aussi. Il descend un tout petit peu sur le Alors Tarn. justement, à propos de cette absence, on a vu sur la carte de Monsieur Choisy que c'était pas une zone prioritaire non plus dans les stratégies de réintroduction. Mais Si. Ah, pardon. La Basse-Garonne et la Basse-Seine, c'est les Ah deux oui, pardon. priorités nationales. Alors je me suis trompé. Mais je voulais quand même vous poser une question à tous les deux là-dessus. Le bassin Adour-Garonne, c'est une forte zone de conflit par rapport aux bassines, à la rétention d'eau pour l'agriculture, etc. Comment ça va se jouer si le castor intervient là-dedans? Déjà que c'est compliqué. Comment ça va se jouer entre les agriculteurs qui veulent faire des retenues? Ouais. Justement, c'est là que j'insiste là-dessus. Vous ne comprenez pas cette différence d'échelle. Je l'ai vu pour d'autres espèces, moutons et autres. Si vous dites la priorité stratégique, vous raisonnez à l'échelle de la carte. La faisabilité d'une opération ou les points tactiques, vous ne pouvez pas le faire parachuter. Ça peut être jugé que par des personnes qui connaissent le coin. Quelque chose peut être une priorité du plan sur un plan stratégique, mais si on dit tactiquement c'est impossible, eh ben on dit on passe à la deuxième priorité. C'est pas la même échelle, c'est justement ça. C'est qu'on est obnubilé par le ici et maintenant. Je vous l'ai dit, je l'avais dit à une communication à un collègue sur les vautours, j'avais dit les stratégies de réintroduction des 4 vautours en Europe ce que vous avez un exposé, elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas bonnes, elles sont inexistantes. La plupart du temps, il n'y a pas de pensée stratégique. Il y a uniquement du ici et maintenant, puisque c'est comme si vous avez que des gens de terrain et que des gestionnaires des moyens financiers, mais la réflexion, parce que s'il y avait une pensée stratégique, ça serait le ministère qui dirait, vu la carte, on va voir, et puis après il demanderait, est-ce que c'est faisable? Ok, c'est pour ça que j'ai ma réponse. Par contre, non mais attendez, je voudrais attirer l'attention sur un autre point important. Oui, très brièvement s'il vous plaît. Qui est majeur. Le Rhône, il fait la jonction dans tout le bassin entre les affluents. D'accord? Mais actuellement, il y a un danger, c'est le Rhône entre Lyon et la mer, c'est tout aménagé. Or, puisqu'il n'y a plus de déplacement du Rhône, vous avez un atterrissement de tous les boisements et sans arrêt, les capacités de nourriture baissent. Maintenant, on a de moins en moins de castors dans le Rhône lui-même. Donc, si après, il n'y a presque plus de castors, ça va faire des isolats, les divers affluents. Si jamais il y a une infrastructure qui coupe le flux, ça c'est primordial. Il faut qu'on garde la capacité que ça soit relié. Et ça, c'est vraiment un truc hyper emmerdant. Il n'y a pas simplement cet atterrissement. Ils ont planté des robinets. Toutes les conneries, ils les ont faites. Merci. Alors, dernière intervention. Bonjour Antoine Derieux. Promis, ce sera très court parce que ce n'est pas pour poser une question. C'est pour répondre à une interrogation de Monsieur Choisy. Donc ce sera très rapide. La sémantique est importante. Donc on ne parle plus de service de garderie depuis plus de 20 ans. Et l'ONCFS n'existe plus depuis le 1er janvier 2020. Donc pour trouver le bon interlocuteur, il faut savoir le nommer. Donc c'est important. Donc s'il vous plaît, ne parlez plus d'ONCFS. Et vu que vous avez posé la question, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je ne connais ni l'agent ni le département, mais bien sûr, il a pu faire une erreur d'appréciation. Mais on continue à prendre, à recueillir tous les dépôts de plaintes et tous les signalements. Donc une fois que vous avez une radio très claire comme ça, avec un castor, qui est une espèce protégée bien entendu, qui a pris du plomb, bah vous revenez vers nos services et une procédure sera ouverte. Alors, je me suis demandé si Merci beaucoup. Merci.